Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Périllat, le directeur général de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on parle de ce nouveau plan stratégique, il est important, Elevate 2028, il a été présenté fin novembre. Amélioration de votre marge opérationnelle pour 2028, progression des ventes à partir de 2027, je parle sous votre contrôle. Une nouvelle feuille de route qui, paradoxalement, n'a pas été le jour J accueillie favorablement par les investisseurs. On peut retrouver le graphe et les courbes. L'action a perdu ce jour-là, le 20 novembre, 13% depuis, le chemin a été fait et cette perte a été absorbée. Qu'est-ce qui n'a pas plu sur le coup au marché selon vous? Moi, j'ai mon idée, mais Il n'y avait pas vraiment de surprise, je pense, dans ce plan qui était négative. Je pense que les marchés ont compris le positionnement du groupe, qui est un très bon positionnement sur le secteur automobile. Pas de question sur la stratégie. Certains pensaient que la croissance était un petit peu tardive. Voilà, 2027. Voilà, c'est ça. 2026, bon, 2027, c'est dans 2 semestres, c'est dans 4 trimestres. Ouais. Voilà, c'était une réaction probablement un peu irrationnelle ce jour-là. Qui était corrigée. Comme vous l'avez dit, depuis, le terrain a été regagné. Donc 2026, en gros, donc stabilité en matière de vente, c'est ça. Oui. Retour de la croissance pour 2027. Donc 2026, c'est un petit peu une année de transition. L'année du redressement, ça sera 2027 ? Non, parce qu'on se redresse depuis 2022. Du redressement voilà. Je parle dans la croissance des ventes. Exactement. Ce plan Elevate, c'est trois moteurs. Et ces 3 moteurs s'allument successivement pour, c'est l'image de propulser la performance de Valeo, en tout cas d'améliorer sa solidité financière. Donc on a commencé par la marge opérationnelle qui augmente depuis 2022. On améliore la génération de cash à partir de 2025. Et puis on reprend le chemin de la croissance en 2027. Voilà. C'est les 3 étages de la fusée. Exactement. Le carnet de commandes, il est bien rempli chez vous? Il est très bien rempli. Alors, il est bien rempli d'abord grâce au positionnement de Valeo. Il faut rappeler. Oui, il faut le rappeler parce qu'on oublie quelquefois le contexte. Le contexte automobile, c'est un contexte d'une transformation incroyable. À la fois une transformation technologique parce que tout change sous le capot dans la voiture de demain, mais aussi une transformation géographique avec une part des constructeurs chinois qui augmente considérablement au fur et à mesure du temps. Donc, qui sont vos clients d'ailleurs aussi. Qui sont nos clients. Nous, on est équipementiers, donc on a vocation à être le partenaire technologique de l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde. Donc ce carnet de commandes, il est bien rempli, et il est bien rempli parce que le positionnement de Valeo, il est unique. On est complètement au cœur de cette transformation incroyable de l'objet voiture, du produit voiture, qui devient une voiture décarbonée, qui devient une voiture plus sûre, et c'est exactement ce que nous faisons. Dans une bagnole, on a quoi quand on sent le savoir, sous le capot ou ailleurs, siglé Valeo? Alors on a à peu près tout, mais si je vous parle en valeur, dans une voiture européenne, vous avez 500 € de Valeo. Voilà. Vous achetez aujourd'hui une voiture en Europe, il y a 500 € de contenu Valeo. Exemple de contenu pour que ça nous parle. L'éclairage, le phare, le feu, mais aussi on peut vous parler des capteurs, les capteurs de parking, les caméras, les radars, ces gros calculateurs que vous ne voyez pas mais qui vont embarquer beaucoup de logiciels et faire en sorte que votre voiture soit plus sûre. Ce sont aussi un moteur électrique, c'est un onduleur, c'est un chargeur électrique sur les voitures électriques. Voilà. Donc on a 3 métiers, un métier d'électrification, on a un deuxième métier qui est l'aide à la conduite, le logiciel, et puis on a un 3e métier d'éclairage. Donc vous avez du Valeo nécessairement dans votre voiture. Bon, avec un marché automobile mondial, il est vrai qu'il est... Comment le qualifier? Il est incertain, il est difficile. Je pense qu'il est les deux, non? Il est sans élan, il n'y a pas beaucoup d'élan, et puis il se transforme profondément, puisque les géographies se transforment. Donc vous avez moins d'Europe, vous avez plus de Chine, vous avez plus d'Inde, et vous avez un marché nord-américain qui se maintient. Donc la caractéristique première, en tout cas celle qui nous importe beaucoup, c'est que le marché européen, il continue d'être en décroissance, et ce depuis 2017. C'est la raison pour laquelle on attend les décisions de la Commission européenne qui devraient arriver demain avec grande impatience, parce qu'il faut redynamiser le marché européen. Et puis pour ce qui nous concerne, on tient nos positions en Europe, mais on veut continuer cette formidable histoire de croissance avec le marché indien et le marché chinois. Ouais, d'ailleurs, c'est un de vos gros clients, BYD, qui a publié des ventes meilleures que prévues. Ouais. C'est une bonne nouvelle que BYD et vos clients se portent bien, évidemment. Alors la Chine, moi je l'appelle la Champions League du secteur automobile. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une compétition incroyable. Et c'est pour nous une obligation d'y être présent. On y est présent, c'est 15% de notre chiffre d'affaires.
On a 27 usines et 18 000 collaborateurs en Chine. On y est depuis 30 ans. Donc on connaît très très bien ce marché. C'est un marché... Un de vos principaux marchés. Oui, c'est aujourd'hui le premier pays de Valeo. C'est là où aujourd'hui, dans le secteur automobile, vous avez le plus d'innovation, vous avez le plus de technologie, vous avez le plus de compétitivité. Donc pour nous, y tenir nos positions, y gagner, c'est très très important. Il faut tenir les positions ou gagner des positions? Il faut faire les deux. Il faut tenir nos positions et il faut croître. Et c'est pour ça que moi je le vois comme, quelque part comme un marché encore de croissance potentielle pour nous, parce que c'est un tiers du marché mondial et c'est 15% des ventes de Valeo. Vous voyez, 15% contre 30%. Donc on peut encore faire croître Valeo en Chine, le faire gagner dans cet environnement très compliqué en termes de compétitivité qu'est cette Champions League. Donc, quand vous êtes quand vous êtes footballeur, vous voulez participer à la Champions League, vous voulez vous confronter aux meilleurs athlètes, vous voulez apprendre à courir plus vite, à frapper plus fort. Donc c'est ça qu'on apprend en Chine, et en gagnant là-bas, en étant plus fort là-bas, on est absolument convaincu que ça nous donnera encore plus de force, de technologie, de compétitivité pour l'ensemble des marchés du monde. Et vos compétiteurs en Chine, ce sont des constructeurs chinois ou des équipementiers chinois, ou les deux, mon général? Les deux, mon général. Voilà. Il y a un certain nombre de constructeurs qui sont relativement intégrés dans la chaîne. Hein, donc, ils font un certain nombre de pièces que nous faisons, mais pas pour 100% de leurs besoins. Donc, ils ont besoin également d'équipementiers à leur côté. Et puis, ce sont aussi des compétiteurs, des entreprises comme Valeo, qui sont en général assez focalisées sur un marché ou sur un autre, mais qui sont nos compétiteurs au quotidien. Vous disposez d'une avance technologique suffisante, sachant qu'ils vont... On dit que beaucoup de constructeurs auto sur l'électrique donnent le là aujourd'hui. Hein. C'est eux qui... L'électrification, c'est aujourd'hui deux tiers des volumes mondiaux sont en Chine. Et c'est la raison pour laquelle nous devons y être absolument. 2 tiers. Et on y apprend beaucoup. Avec humilité, bien sûr, on a la force de notre innovation mondiale, mais en étant confronté au marché qui est le plus volumineux du monde et le plus technologique du monde, on y apprend beaucoup. Et ce qu'on apprend au contact de nos compétiteurs et de nos clients et de l'exigence de nos clients, ce qu'on apprend là-bas nous rend plus forts sur place, mais nous rend plus forts dans le monde entier. C'est le premier marché mondial, évidemment, la Chine, c'est 30%, c'est ça, non? Oui, un tiers. Ouais. Un tiers du marché mondial. Ouais. Et dont combien de voitures électriques? Alors les voitures électriques plus, on va dire les voitures électrifiées. Et voilà, donc hybrides plus... Exactement, les hybrides rechargeables plus les voitures électriques, c'est, dans le dernier pointage, je crois que c'est 58% des immatriculations. Donc ils sont au-delà des 50%. L'Europe est à la moitié à peu près. Hein. L'Europe, c'est 18% de véhicules électriques et 9% d'hybrides rechargeables. Donc 18 plus 9, ça fait 27. Donc c'est le marché le plus avancé en termes d'électrification. C'est celui qui nous montre la voie. Et d'ailleurs, qui montre la voie qu'il faut de la flexibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché tout électrique au sens batterie, véhicule électrique à batterie, mais il a sa part d'hybride rechargeable. Il a sa part de ce qu'on appelle le prolongateur d'autonomie qui est... c'est quoi ça ? Prolongateur d'autonomie, c'est un petit moteur à combustion que vous mettez dans votre voiture, mais qui ne sert pas à faire avancer la voiture, qui sert à produire de l'électricité pour recharger la batterie quand... Ça marche bien là-bas, ça ? Ça marche bien. Ça permet d'avoir des batteries des voitures électrifiées avec 100 km et plus d'autonomie. Donc, vous avez 100 km d'autonomie, c'est-à-dire que pour le trajet du quotidien, vous êtes vraiment en mode tout électrique. Et on n'est pas gêné sur les grands trajets. Voilà. Et sur un grand trajet, vous avez ce petit moteur qui fait la pointe d'une certaine manière. Mais le bilan carbone versus une hybride rechargeable. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil versus l'hybride rechargeable, parce que vous avez... en fait, le bilan carbone, il dépend de savoir quelle taille de batterie vous mettez. Oui. Si vous mettez 100 km de batterie dans une hybride rechargeable ou dans un prolongateur d'autonomie, vous allez à peu près avoir Et pourquoi un consommateur, pardon, je pensais beaucoup à cette question-là, pourquoi un consommateur va plus choisir une solution par rapport à l'autre ? Alors, ça va dépendre. Le prix n'est pas tout à fait le même. Voilà, il y en a qui sont plus appropriés pour... on va dire, rouler sur autoroute et puis d'autres sur des voyages qui sont moins autoroutiers. Exactement. Et justement, c'est intéressant, Christophe Périllas, sur la Commission européenne qui doit annoncer, on l'attend tous évidemment, ce mardi, la levée possible de l'interdiction des ventes de voitures neuves à moteur thermique. Oui. Le coût près, c'était 2035, donc il y aurait possiblement un retour en arrière. Ça serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que le marché n'est pas là. Les constructeurs ne sont pas très satisfaits du nombre de voitures électriques qu'ils vendent. Ils ont développé une gamme. La faute à qui, Cette gamme,
La faute à qui? Il faut aussi que les acheteurs achètent ces voitures. Oui. Les Parce acheteurs que c'est trop aujourd'hui cher, parce que l'autonomie n'est pour pas au tout rendez-vous. un tas de raisons. Donc ça veut dire qu'il faut y aller plus lentement. Il y a deux décisions fondamentales que la Commission doit prendre, en tout cas à notre sens, je pense. La première, c'est quelle flexibilité 2035? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on va ou pas imposer un contenu européen minimum sur les voitures, qui est évidemment une décision très importante en termes d'emploi et de prospérité. Donc sur la première question, oui, il faut de la flexibilité. Donc vous êtes favorable? Oui, on y est favorable. On arrête les 2035. Non, attendez, il faut être précis. Oui, vous avez raison, il faut être précis. Vous avez raison. Ma position, c'est en gare 2035, mais on apporte un petit peu plus de flexibilité sur la technologie. C'est-à-dire qu'en complément des véhicules purement électriques, on rajoute une part d'hybride rechargeable, on rajoute pourquoi pas ce véhicule à prolongateur d'autonomie dont on parle tout à l'heure. On n'a pas 100% de réduction d'émissions de CO2, mais on a 90 plus de réduction d'émissions de CO2, donc on fait le boulot globalement, et surtout on accélère la rotation du parc, parce qu'aujourd'hui, comme il y a peu de ventes et que le marché se casse la figure, en tout cas le marché est plus bas qu'en 2017, alors même que tous les marchés mondiaux ont retrouvé leur volume d'avant, ce n'est pas le cas du marché européen, parce que les consommateurs hésitent. Là, ça permet de redynamiser le marché, donc il y a une rotation du parc. Et quand vous faites une rotation du parc, vous avez un parc moyen qui est plus propre. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Donc elle a raison, ça va dans le bon sens, ce que va proposer demain la Commission européenne. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Et puis il faut faire du contenu local. Ouais. Votre marge, je reviens au plan stratégique. Christophe Périllat, votre marge va passer on est dans une fourchette 4,5, 5,5% aujourd'hui. Pour cette année, oui. Pour cette année, à 6-7% en 2028. On ne se rend pas compte, on se dit, c'est 2% et quelques, c'est très difficile. C'est compliqué parce qu'à la fois on augmente notre marge et puis on se prépare à la voiture de demain. Je le disais, il y a une transformation considérable qui est technologique à laquelle nous préparons. Puis il y a une transformation géographique, ça veut dire de nouvelles géographies, ça veut dire investir beaucoup en Inde, continuer à investir en Chine. Donc il faut faire tout ça à la fois pour inscrire la société, pour inscrire Valeo dans une belle trajectoire pour demain, puis continuer à prendre des commandes, continuer à les développer, continuer à innover. Voilà, c'est tout ça qu'on fait. C'est pas aux dépens justement ces 300 millions d'euros d'économies à partir de l'an prochain, 2026. Ça veut dire aussi faire toutes ces économies, augmenter la marge, au détriment peut-être de certains investissements, de dépenses en recherche-développement. Il faut arbitrer aussi? Non, on n'arbitre pas sur l'innovation. Je pense que le succès de Valeo ces dernières années, son positionnement d'entreprise technologique, il est essentiel parce que la voiture, elle se transforme tellement vite que si vous ne faites pas cet effort, sortez du marché. Donc, de manière résolue, année après année, on maintient cet effort d'innovation. Maintenant, est-ce qu'on peut être plus efficace, en particulier grâce à l'intelligence artificielle en R&D? Oui, on peut l'être. Et on l'est déjà? Enfin, vous l'êtes déjà? On l'est déjà. Par exemple, vous savez que sur les 20 000 ingénieurs de Valeo, 9 000 sont des ingénieurs logiciels. Donc, on est une boîte de logiciels. Eh bien, aujourd'hui, 100% de nos ingénieurs logiciels ont une aide, sont des ingénieurs augmentés, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont une aide pour écrire par l'intelligence artificielle du code, et 25%, un quart du code qu'on écrit en 2025 est un code qui est généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Ça peut monter à combien? Ça peut monter à 30, 40, 50%. Il faut y aller étape par étape. On a fait un grand mouvement cette année. Et puis, vous posez une bonne question parce qu'on ne connaît pas la limite. On ne sait pas jusqu'où ça peut monter aujourd'hui. Au détriment de l'humain, c'est ça la question. Une fois, jour le jour, c'est à 100%. Alors on peut faire en sorte de continuer à gagner beaucoup de commandes pour que nos ingénieurs soient bien utilisés. Un mot des droits de douane. Les Américains ont annoncé début décembre que les droits de douane qui frappent la Corée du Sud seront ramenés à 15%. En quoi c'est bon pour vous, ça? Alors nous, on a depuis longtemps une approche qui est très locale. L'approche de Valeo, c'est d'être local. On est européen pour l'Europe, donc on produit en Europe pour l'Europe, on produit en Chine pour l'Asie, et puis on produisait en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. Donc on a très peu de produits qui viennent d'Europe pour l'Amérique du Nord ou de Corée pour l'Amérique du Nord. Donc ça ne change rien. Non, ça ne change rien parce qu'on est déjà localisé. Donc on est localisé en Amérique du Nord, c'est-à-dire principalement au Mexique, mais aussi aux États-Unis, pour le marché nord-américain. Un petit mot du cours. 28% de hausse autour de 28% de hausse depuis le début de l'année.
Je me dis que, bon, assurément, le pire est derrière vous en matière de cours, mais est-ce que là, vu que le redressement est en cours, est-ce que c'est le bon moment? Encore une fois, l'action était à un niveau beaucoup plus élevé il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un bon momentum, selon vous? Nous, on en est persuadés, parce que le plan Elevate 28, c'est un plan qui se donne des objectifs qui sont très réalistes, qui sont très atteignables. C'est un plan à court terme, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on va faire et comment la solidité financière de Valeo va s'améliorer entre maintenant et 2028. C'est, je le rappelle, plus de marge opérationnelle, plus de cash et plus de croissance. Et puis, il nous faut un contexte un petit peu meilleur. Et on a le sentiment que le cycle, qui était un cycle bas pour la voiture et en particulier pour les équipementiers, est un cycle qui s'améliore. Donc on voit un peu, beaucoup de lumière au bout du tunnel, on commence à l'apercevoir et on sent que les choses vont aller mieux dans les mois et les années qui viennent. Donc quelque part, à 11,50 €, la valorisation du titre intègre déjà pas mal de prudence, j'ai envie de dire, non? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, la performance de Valeo, sa performance actuelle n'est pas en ligne avec son cours. Et la performance, je vous le dis, à travers le plan Elevate 28, c'est une performance qu'on va améliorer année après année. Ouais, après, je parlais avec certains analystes, dont je vais taire le nom, mais ce n'est pas le sujet, qui me disaient ouais, c'est un beau dossier, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt pour revenir sur le titre, alors que le redressement, pour le coup, en termes de croissance, est prévu pour 2027. En disant, finalement, on peut attendre encore un petit peu, quoi. Mais non, parce que je ne le pense pas. Parce que le redressement de la marge, il a commencé en 22. Parce que le redressement du cash, et c'est très important, en particulier pour, bien sûr, tous les investisseurs, il démarre cette année. La génération de cash de Valeo en 2025, par nos opérations, elle n'aura jamais été à un meilleur niveau historiquement dans l'histoire du groupe, qui est une longue histoire, qu'en 2025. Donc c'est très visible, le redressement du cash. Et puis la croissance, qui est le dernier étage du moteur, c'est 2027. Donc oui, il faut se... Qu'est-ce qu'il faudrait comme catalyseur pour réenclencher la deuxième vitesse? C'est un catalyseur de marché ou est-ce que vous, lors de prochaines publications Alors, 2026, on va annoncer d'abord nos résultats 2025 dans quelques semaines, fin février. Ça sera une année de plus où on aura délivré ce qui était promis. Exactement ce qui était promu, exactement la gagnante. Donc ça, c'est un élément de crédibilité additionnel. Et puis on donnera nos prévisions sur 2026. Et puis on sera toujours plus près du moment où la croissance revient, puisque elle arrive en 2027. Et en espérant qu'elle arrive encore avant, sait-on jamais. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Christophe Périllat, directeur général de Valeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Merci.